Bonsoir ou bonjour. Alors un petit message en préambule de votre nouvelle pour vous avertir que la vidéo que vous apprêtez à visionner est tirée des tout débuts d'Horrifique Histoire sur Twitch et n'est donc pas représentative de la qualité de production et de narration que nous tentons de vous offrir actuellement. Alors bien évidemment, profitez bien de cette vidéo, mais n'hésitez pas à passer le dimanche soir sur Twitch ou à checker nos dernières VOD sur la chaîne pour voir finalement Horrifique Histoire à son plein potentiel. Mais d'ici là, bonne vidéo, braves gens, et bonne écoute. Cher Twitch, découvrons dès maintenant ensemble une nouvelle histoire de Lovecraft, presque désavouée par Lovecraft. L'agonie de Juan Romero, ou Juan, je sais pas, je ne parle pas espagnol, ou portugais, je ne sais pas. Je suis paumé, d'accord. Une histoire écrite en 1919. Je n'éprouve guère l'envie d'évoquer les événements qui eurent lieu à la mine Norton les 18 et 19 octobre 1894. Alors que j'atteins les dernières années de ma vie, mon sens du devoir envers la science m'oblige toutefois à me remémorer ces scènes et ces événements empreints d'une terreur d'autant plus aiguë qu'il m'est impossible d'en établir précisément la cause. Je dois donc raconter, avant de mourir, ce que je sais de l'agonie de Juan Romero. Mon nom et mon origine ne seront pas liés à la postérité. Je suppose que cela est mieux ainsi, car un homme qui émigre soudainement vers les États-Unis ou vers les colonies abandonne en même temps son passé derrière lui. D'ailleurs, ce que je fus jadis n'a aucune importance vis-à-vis de mon récit, excepté peut-être que, lors de mon service en Inde, je me sentis plus à l'aise parmi les barbes blanches des professeurs indigènes que chez mes frères d'armes. J'aurais volontiers adopté la plupart de leurs étranges traditions orientales, mais un déplorable événement m'obligea à refaire ma vie dans l'ouest de l'Amérique, où il m'a semblé préférable d'adopter un nouveau nom de famille, que je porte toujours, plus commun que mon véritable nom, et dépourvu de toute signification. Durant l'été et l'automne de 1894, j'habitais dans la morne région des Cactus Mountains, œuvrant en tant que simple ouvrier à la célèbre mine Norton, dont la découverte par un vieux prospecteur, quelques années auparavant, avait transformé le dépotoir désert que représentait la région environnante en un chaudron bouillonnant d'une vie sordide. Une caverne d'or, située sous les profondeurs d'un lac de montagne, avait enrichi son vénérable découvreur au-delà de ses rêves les plus fous. Elle était à présent au centre d'un vaste complexe de tunnels creusés par la société qui l'avait finalement racheté. D'autres grottes furent découvertes et la production de métal jaune devint considérable, de sorte qu'une immense armée de mineurs dépenaillés travaillait jour et nuit dans ces nombreux passages comme dans les cavités rocheuses.
Le surintendant, un certain monsieur Arthur, parlait souvent des singularités géologiques de l'endroit, spéculant sur l'importance possible de cette ribambelle de cavités et tentant d'estimer l'avenir de cette formidable entreprise minière. Selon lui, les grottes aurifères résultaient d'une sorte d'érosion, et il estimait que la dernière d'entre elles serait bientôt découverte. Peu de temps après ma propre arrivée, l'ouvrier Juan Romero rejoignit la mine de Norton. C'était un membre de l'immense troupeau de Mexicains hirsutes qui avait été attiré là depuis la frontière voisine. Ses caractéristiques physiques attiraient immanquablement l'attention, car, bien qu'il fût de toute évidence un peau rouge, son teint était étonnamment clair, et son allure aristocratique contrastait avec celle de ses condisciples. Étrangement, cette différence avec la plupart des Indiens, qu'ils soient hispanisés ou d'origine tribale, ne semblait pas résulter d'un métissage avec la race blanche. Nulle trace chez Romero du conquistador castillan ou du pionnier américain, mais plutôt celle de l'ancienne et noble race aztèque. On l'imaginait volontiers tel un péon silencieux, se levant à l'aube et abandonnant son regard à la fascination du soleil gravissant les collines de l'Est, puis étendant ses bras vers l'astre dans l'accomplissement d'un antique rite mystérieux. Cela dit, le visage de Romero était la seule chose qui pouvait évoquer de la noblesse en lui. Sale et inculte, il s'intégrait parfaitement à la communauté de Mexicains basanés, issus, à ce qu'on me dit plus tard, des classes sociales les moins favorisées des environs. Enfant, il avait été trouvé dans un misérable refuge de montagne, seul survivant d'une épidémie mortelle qui avait anéanti ses proches. Près de la cabane, à l'aune d'une fissure de roche d'aspect inhabituel, on avait retrouvé 2 squelettes fraîchement dépecés par les vautours, qui représentaient de toute évidence les seuls restes de ses parents. Personne ne connaissait leur identité, et leur mémoire ne tarda pas à s'évanouir tout à fait dans l'esprit de la plupart, lorsque la pauvre construction délabrée s'effondra et que la fissure de roche fut engloutie dans une avalanche qui effaça jusqu'à la dernière trace de ce drame. Élevé par un voleur de bétail mexicain qui lui donna son nom, Juan différait peu de ses semblables. L'attachement que Romero me manifesta provint sans doute de l'anneau hindou, antique et pittoresque que je portais pendant nos heures de repos. Je ne parlerai pas de sa nature, ni de la manière dont il vint en ma possession. Il représentait mon dernier lien avec un chapitre de ma vie que j'ai à jamais refermé et auquel j'accordais une grande valeur. Je ne tardai pas à remarquer que l'étrange Mexicain était fasciné par cette bague qu'il contemplait avec une expression fort éloignée de la simple cupidité. Ces hiéroglyphes chenus semblaient remuer quelques vagues souvenirs dans son esprit inculte mais vif,
bien qu'il soit évidemment impossible qu'il y ait déjà été confronté. Dès les semaines qui suivirent son arrivée, Roméo se comporta comme mon serviteur fidèle, bien que je ne fusse moi-même qu'un mineur tout à fait ordinaire. Notre conversation était inévitablement limitée. Il ne savait que quelques mots d'anglais, et mon espagnol issu d'Oxford n'avait que des rapports lointains avec le patois de la Nouvelle-Espagne. L'événement dont je me fais le narrateur ne fut précédé d'aucun signe annonciateur. Bien que j'eusse porté un certain intérêt à Romero, et bien que ma bague ait semblé l'affecter d'une façon particulière, je pense qu'aucun de nous deux n'avait anticipé ce qu'il advint lorsque l'explosion se déclencha. Des considérations géologiques avaient édicté une extension des galeries depuis la zone la plus profonde de la mine. Le surintendant étant convaincu qu'il faudrait traverser une couche entièrement constituée de roc, ce qui l'avait conduit à mettre une prodigieuse charge de dynamite en action. Romero et moi n'avions aucun lien avec ce type de travaux, ce qui explique pourquoi nous ne fûmes informés de ces conditions extraordinaires que par l'intermédiaire des autres mineurs. La charge, vraisemblablement surestimée, avait ébranlé toute la montagne. Les fenêtres des cabanes accrochées à ses flancs volèrent en éclats, tandis que les mineurs qui occupaient les galeries les plus proches furent renversés comme des quilles. Le lac Jewel, qui se trouvait au-dessus de la scène d'action, palpita comme au cours d'une tempête. Après enquête, on découvrit qu'un abîme considérable s'était ouvert sous le siège de l'explosion. Un abîme si monstrueux qu'aucune ligne de sonde ne parvenait à en déterminer l'incommensurable profondeur et qu'aucune lampe ne parvenait à en illuminer le fond. Perplexes, les foreurs s'entretinrent avec le surintendant, qui ordonna que l'on mette bout à bout autant de longueur de corde qu'il serait nécessaire pour atteindre le fond de la fosse. Peu de temps après, des ouvriers aux figures pâles vinrent informer le surintendant de leur échec. Avec une fermeté aussi respectueuse qu'absolue, ils signifièrent leur refus de retourner aux abords de l'abîme, comme celui de continuer à travailler dans la mine, tant que son orifice ne serait pas scellé. Ils se trouvaient de toute évidence confrontés à quelque chose qui allait bien au-delà de leur expérience, dans la mesure où, pour autant qu'on pouvait s'en assurer, ce gouffre n'avait pas de fond. Le surintendant pouvait difficilement leur reprocher cette attitude. Il préféra réfléchir longuement, afin d'établir des plans pour le lendemain. L'équipe de nuit ne vint pas ce soir-là.
À 2 heures du matin, un coyote solitaire se mit à hurler douloureusement sur la montagne. Un chien situé dans les environs aboyait en réponse, soit au coyote, soit à autre chose. Une tempête s'amassait autour des sommets de la chaîne de montagnes, et des nuages aux contours étranges couraient affreusement dans les nuées troubles qu'illuminait une lune gibbeuse, tentant vainement de percer les nombreuses couches élevées de cirrostratus. C'est la voix de Romero, provenant de la couchette supérieure, qui me réveilla. Une voix excitée, anxieuse et pleine d'une attente fébrile dont je ne comprenais pas la raison. Madre de Dios, el sonido, ese sonido, oh Gavd, Lord, Seigneur, ce bruit. Je tendis l'oreille, cherchant à identifier le bruit dont il me parlait. Le coyote, le chien et la tempête étaient facilement audibles, cette dernière prenant l'ascendant en raison du vent qui hurlait de plus en plus frénétiquement. Des éclairs étaient visibles à travers les fenêtres hautes de notre abri. J'interrogeai mon compagnon nerveux en lui énumérant les sons que j'avais identifiés. El coyote, el perro, el viento. Romero me répondit d'abord par le silence, avant d'émettre des chuchotements craintifs. El ritmo, Seigneur. El ritmo de la tierra. Ce battement dans les profondeurs de la terre. C'est quoi cet accent, je ne sais pas. Et à présent, je l'entendais aussi. Je l'entendais et frissonnais, sans savoir pourquoi. Loin, effroyablement loin depuis les profondeurs, jaillissait un bruit, un rythme, tout comme le péon l'avait dit, qui, bien que très faible, parvenait à dominer ceux du chien, du coyote et de la tempête croissante. Il est probablement vain de vouloir le décrire, car il n'évoquait rien de très précis. Je pourrais parler de la pulsation des moteurs d'un grand paquebot, tel qu'on le perçoit depuis le pont. Mais ce bruit n'en avait pas le caractère mécanique et semblait plutôt émaner de quelque chose de vivant et de conscient. Par-dessus tout, c'est l'incroyable profondeur souterraine dont il semblait jaillir qui eut le plus d'effet sur moi. Avec une grande émotion, il me revint à l'esprit le fragment d'un texte de Joseph Glanville que cite Edgar Poe. L'immensité, la profondeur insondable des œuvres de Dieu, bien plus insondable que le puits de Démocrite. Romero bondit soudain de sa couchette et s'immobilisa face à moi pour examiner l'anneau qui ornait ma main et rayonnait étrangement à chaque éclair, avant de tourner son regard vers le puits de la mine.
Je me levai à mon tour, et nous restâmes tous deux immobiles, pendant de longues minutes, écoutant avec attention ce rythme étrange, dont le caractère me semblait de plus en plus vivant. Puis, dans un mouvement qui mettait notre volonté en échec, nous nous déplaçâmes lentement vers la porte dont le battant, qui s'ouvrit brutalement sur les éléments déchaînés, nous rappela de réconfortantes réalités terrestres. Le bruit avait pris l'apparence d'un chant lointain et croissait désormais en clarté et en volume, alors que nous nous sentions irrésistiblement attirés vers la tempête, puis vers la noirceur béante du gouffre. Nous ne rencontrâmes aucune créature vivante, les hommes de l'équipe de nuit ayant été libérés du service. Ils étaient sans doute retournés au campement de Dry Gulch, dont ils abreuvaient le barman somnolent de rumeurs sinistres. Depuis la cabine de surveillance, un petit carré de lumière jaune brillait toutefois comme un œil attentif. Je me demandais vaguement ce que le son rythmique avait eu comme influence sur le gardien qui l'occupait habituellement. Mais Romero avançait de plus en plus vite, et je le suivis sans interrompre ma course. Alors que nous descendions vers le puits, le bruit se fit plus complexe et organisé. Il m'évoquait horriblement celui d'une cérémonie orientale, avec ses roulements de tambour et ses chants à plusieurs voix. J'ai, comme vous le savez, longuement vécu en Inde. Nous avancions sans hésiter à travers les madriers et les échelles renversées qui nous faisaient obstacle, nous approchant toujours, réticents, craintifs et impuissants, de la chose qui nous attirait. À un moment, je crus avoir perdu la raison. Je ne comprenais pas comment notre chemin pouvait être éclairé alors que nous étions dépourvus de lampes et de bougies. Je réalisais cependant que la bague antique qui ornait mon doigt brillait d'un étrange éclat pâle à travers l'air humide qui nous entourait. C'est alors que Romero, sans le moindre avertissement, dégringola l'une des échelles grossières qui conduisaient plus bas, se mit à courir et me laissa seul. De nouvelles notes sauvages, exprimées par le tambour et les chants, bien qu'à peine perceptibles pour moi, avaient agi sur lui d'une manière étonnante. Et, dans un cri guttural, il plongea de l'avant, sans le moindre guide, à travers les ténèbres de la caverne. J'entendis à nouveau ses cris devant moi, lorsqu'il trébucha maladroitement le long des plateformes encombrées et dégringola follement d'autres échelles branlantes. Bien que terriblement effrayé, je conservais assez de lucidité pour noter que son discours, lorsqu'il était articulé, n'adoptait pas une forme reconnaissable. Des polysyllabes rugueux, mais impressionnants, avaient remplacé son habituel mélange de mauvais espagnol et d'anglais approximatif. Et le cri qu'il répétait sans cesse, « Huitzilopochtli », m'était absolument étranger.
Bien plus tard, je retrouvai ce mot dans les œuvres d'un grand historien, et l'association qui se fit jour en moi me fit alors frissonner. Le point culminant de cette terrible nuit fut incohérent, mais assez bref, et commença juste lorsque j'atteignis le gouffre qui représentait la dernière partie du voyage. Un dernier cri du Mexicain jaillit de l'obscurité et fut immédiatement rejoint par un chœur de sons grossiers auquel je ne pourrais survivre si je devais l'entendre un jour à nouveau. Il me sembla alors que toutes les terreurs cachées et toutes les monstruosités de la terre s'articulaient dans un terrible effort visant à écraser l'espèce humaine. Dans le même temps, la lumière de ma bague s'éteignit et je vis une nouvelle lumière scintillant dans l'espace en contrebas, à quelques mètres devant moi. J'étais au bord de l'abîme, qui était maintenant embrasé d'une teinte rougeoyante et qui avait de toute évidence englouti le pauvre Romero. M'avançant, je regardais par-dessus le bord de ce gouffre insondable, qui était à présent un pandémonium de flammes, scintillant, dans un tumulte hideux. Tout d'abord, je ne distinguais rien. Puis une forme infiniment lointaine commença à émerger confusément de cette luminosité floue et bouillonnante. Et je vis... Était-ce Juan Romero ? Seigneur, je n'ose pas vous dire ce que je vis alors. Une puissance divine vint à mon secours et effaça cette vision, et le vacarme odieux de deux univers entrant en collision dans l'espace et le temps. Le chaos survint, et je connus la paix de l'oubli. Je ne sais trop comment poursuivre ce récit, compte tenu des conditions si particulières qui sont à son origine. Mais je vais faire de mon mieux, sans même tenter de distinguer la réalité des apparences. Lorsque je m'éveillais, j'étais en sécurité dans ma couchette et la rouge lueur de l'aube irradiait à la fenêtre. À quelque distance, le corps sans vie de Juan Romero gisait sur une table, entouré par un groupe d'hommes, comprenant le médecin du camp. Il s'interrogeait sur la mort étrange qui avait frappé le Mexicain en plein sommeil. Une mort qui semblait obscurément en rapport avec le tonnerre épouvantable qui avait foudroyé et ébranlé la montagne. Ce décès n'avait pas la moindre cause apparente, et l'autopsie n'avait pas réussi à montrer pour quelle raison Romero n'était plus en vie. Ces bribes de conversation laissaient clairement entendre que ni Romero ni moi n'avions quitté le dortoir au cours de la nuit, et que nous ne nous étions pas éveillés pendant l'effroyable tempête qui avait balayé Cactus Mountains. Selon les hommes qui s'étaient aventurés au fond du puits de la mine, le coup de tonnerre avait causé un vaste bouleversement spéléologique qui avait entièrement obturé l'abîme profond, source de tant d'appréhension la veille. Quand je demandais au gardien quelle était la nature des bruits qui s'étaient manifestés juste avant ce puissant coup de foudre, il me mentionna un coyote, un chien et le vent hargneux soufflant sur la montagne.
rien de plus. Je ne doute pas de sa parole. Lors de la reprise du travail, le surintendant Arthur fit appel à certains hommes particulièrement fiables afin d'opérer des investigations autour de l'endroit où la fosse était apparue. Ils lui obéirent sans enthousiasme et effectuèrent un forage profond. Le résultat fut pour le moins étonnant. Lorsque le gouffre était encore béant, on avait remarqué que ses bords supérieurs n'étaient pas très épais. Pourtant, il semblait y avoir à présent une couche limitée de roches sous les outils de forage. Ne trouvant rien d'autre, pas même de l'or, le surintendant abandonna ses tentatives. Une expression perplexe continua cependant de voiler son regard de temps à autre, lorsqu'il reste assis et songeur à son bureau. Quelque chose d'autre demeure inexplicable. Au cours de mon réveil succédant à la tempête, je notai l'absence de ma bague hindoue. Je l'avais passionnément aimée, mais je ressentis toutefois une sensation de soulagement en constatant sa disparition. Si l'un de mes compagnons mineurs se l'était approprié, il avait dû se débarrasser de son butin avec une grande habileté, car en dépit de la publicité et des recherches menées par la police, l'anneau demeura introuvable. Compte tenu des choses étranges qui me furent enseignées en Inde, je doute en réalité que la main d'un mortel ait pu la voler. L'opinion que j'entretiens au sujet de ces divers événements varie de temps à autre. En plein jour, et d'une façon générale, je suis enclin à penser que la plus grande partie de tout ceci ne fut qu'un simple rêve. Mais vers 2 heures du matin, quand survient l'automne et que les vents et les animaux hurlent lugubrement, une pénible suggestion me saisit depuis des profondeurs inconcevables. Celle d'un battement lancinant et répétitif. Et je me dis alors que l'agonie de Juan Romero fut certainement affreuse.